Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je te retrouve dans la série de vidéos du concret au rien. Je suis avec un ami à moi, Lionel. Salut la team. Bienvenue sur la chaîne et on va te faire une interview un peu spéciale. C'est une interview marchand de biens. Alors tu sais que moi, j'en fais pas. C'est pas mon activité principale. Si tu as vu sur mes vidéos, la vidéo sur l'Ivry-Gargan, eh bien c'est Lionel qui m'avait trouvé ce plateau. Bon, l'opération ne s'est pas faite. Malheureusement, puisque l'offre que j'avais faite était légèrement basse et il y a eu une meilleure offre. Mais il faut que tu saches qu'il faut diversifier sa stratégie d'investissement. Moi, tu me connais, je fais que du locatif, du cash flow pour générer des revenus alternatifs et pouvoir quitter son travail ou ralentir. Lionel, lui, a une autre stratégie, c'est celle du marchand de biens. C'est-à-dire qu'il ne génère pas de revenus locatifs, mais fait de l'achat-revente et se génère des grosses trésoreries et monte sur des plus gros projets. C'est deux stratégies différentes, complémentaires, mais peut-être qu'à un moment de ton parcours d'investisseur, eh bien, il faudra que tu agrémentes et que tu mixes. Moi, aujourd'hui, tu vois, je cherche à faire une opération de marchand de biens. Et Lionel, lui, aujourd'hui, va chercher à faire une opération peut-être sur du locatif pour générer des revenus alternatifs. Toujours est-il qu'il faut diversifier ces stratégies d'investissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'emmène sur ma chaîne. On montre de tout. On fait de l'immobilier tous les jours, de près ou de loin. Et aujourd'hui, je voulais te montrer une opération de marchand de biens qui consiste à une surélévation. Il y a eu la vente d'un bout du terrain. Donc en fait, sur le terrain, il a divisé avec un géomètre expert. Un géomètre expert, voilà, pour faire les divisions parcellaires. Pour faire la division parcellaire. Il a donc vendu un morceau et on va t'expliquer tout ça et on va te donner les chiffres. Donc Lionel, présente-toi, présente-nous ce projet. Quel était-il de base et qu'en as-tu fait? Alors moi, je m'appelle Lionel, j'ai 36 ans. Et ce projet, en fait, c'était ma résidence principale. Je l'ai acheté en résidence principale, mais étant marchand de biens, quand je l'ai acheté, je savais que j'allais pouvoir générer une plus-value avec. Donc quand tu l'as acheté en résidence principale, tu l'as acheté déjà avec une vision de marchand de biens. Tu savais que tu allais en pouvoir en faire voilà, quelque chose. Je savais que c'était un bien que j'allais rester le temps que j'avais besoin avec. En l'achetant, clairement, je savais qu'au moment de la revente, j'allais gagner des sous. Tu savais que tu allais pouvoir surélever. Voilà, comme j'ai une connaissance du PLU qui fait que je savais que j'allais pouvoir la surélever. Et j'avais vu qu'il y avait un terrain, donc je savais aussi que j'allais pouvoir faire une division parcellaire. Donc le bien qui intéressait pas forcément les gens, moi, il m'a beaucoup intéressé. Et c'est toujours ça que je vous dis, c'est les biens qui n'intéressent personne, généralement, ce sont les biens les plus rentables et les mieux. Et qu'est-ce qui t'a... Moi, je vais te poser beaucoup de questions aujourd'hui parce que c'est pas mon secteur d'activité, le marchand de biens. Ma communauté, j'essaie de leur en donner dans tous les domaines. Et moi, je vais me mettre à leur place. Okay. Et s'ils étaient avec nous, quelles questions on t'aurait posé? Ma première question, c'est quand tu as acheté, comment savais-tu? Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu pourrais surélever et qu'il y avait un potentiel? Alors, ça, c'est une connaissance du PLU. Mais en me baladant dans la rue, j'ai vu, par exemple, moi, c'était un plein pied avec une toute petite chambre un peu au-dessus. On va se reculer si tu veux bien, on va rentrer un petit peu. Voilà. J'ai vu que la maison du voisin, par exemple, elle était bien haute. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait faire des maisons plus hautes dans le secteur. La maison du voisin. Est-ce qu'on peut la montrer très brièvement? Effectivement, la maison du voisin, elle était bien plus haute que la mienne. Que la maison que tu avais achetée à la base. D'ailleurs, je vous mets une photo. Pendant l'interview, je vous diffusais des photos. Vous voyez, à la base, il n'y avait pas de surélévation. Et donc, tu t'es dit que tu pourrais monter comme le voisin. Au moins un étage, si ce n'est deux. Et ben, j'ai réussi à en faire deux. Donc voilà. Tu as réussi à en faire deux. Du coup, vu que tu as fait la surélévation, tu as gagné combien de mètres carrés? 62. Tu as gagné 62 mètres carrés. 62 mètres carrés. Je me doutais bien qu'avec le prix du mètre carré à la construction et à la revente, il y avait une belle marge. Bien sûr, puisque du coup, le prix du mètre carré sur Antony, on est à peu près à combien? Alors ça dépend des secteurs, parce qu'Antony c'est une grosse ville, mais on est aux alentours de 5 000 € du mètre dans ce secteur. Et du coup, c'est 60 mètres carrés, le prix au mètre carré à la construction, ça t'est revenu à peu près à combien? Fini, parce qu'il y a la construction, après j'ai rajouté des meubles, tout ça et tout, donc je suis aux alentours de entre 1008 et 1950. Si tu es aux alentours, entre une fourchette entre 1008 et 2000 € le prix de revient. Exactement. Si tu vends à 5000 €, eh ben on voit que par mètre carré, tu gagnes 3000 €. Exactement. Donc effectivement, c'est une très bonne affaire. Alors avant que tu nous fasses visiter la maison, donc c'est une maison qui était sur un terrain de 380 mètres carrés, on avait. 380 mètres carrés. Là, et tu as vendu une partie. Voilà, en fait, cette partie-là, je ne sais pas si on la voit, ça c'était mon ancien portail et on rentrait par là. Tout ça, c'était chez moi. Et finalement, il y avait un atelier tout au bout. Et cet atelier-là, je voulais l'aménager, mais ce n'était pas possible. D'accord. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est vendre le terrain avec l'atelier. Donc, j'ai fait une division parcellaire. Je l'ai vendu 130 000 € net vendeur. À savoir que même si on découpe un terrain dans une résidence principale, les impôts passent quand même. Point très important, vous êtes souvent à me demander la question. Salut Mehdi, j'ai acheté une RP, je peux diviser mon terrain et vendre une partie. Est-ce que je vais être imposé, oui ou non?
Oui. Vu que c'est ma résidence principale, non. Même si c'est votre résidence principale, Lionel, je crois que tu as Moi- subi une imposition. Moi, j'ai vendu 130 000. Quand j'étais chez le notaire, il manquait 11 000. Il avait déjà prélevé et c'était l'imposition. Donc voilà, j'ai vendu D'accord. 130 000 moins les 11 000 Voilà, donc que l'État avait pris. c'est calculé au prorata, etc. Là, on va pas rentrer dans des détails complexes, mais c'est calculé au prorata. Donc sur la surface du terrain, ils ont redestiné ce qui était alloué à la résidence principale et ce qui était alloué finalement à de la revente un peu comme une résidence secondaire. un Pour, peu comme une pour résidence simplifier. secondaire. Pour simplifier, ouais. Parce que c'est bien évidemment beaucoup plus C'est plus complexe. technique que ça. Donc si tu le veux bien, tu vas nous présenter la maison. On va déjà faire l'extérieur. Ok. On va te suivre. Tu vas nous dire ce que tu as fait. Puis après, tu nous montreras l'intérieur et on te suit. Alors voilà. Alors en fait, cette maison-là, cette partie-là que vous voyez n'existait pas. Tout ce que vous voyez en haut là, ça n'existait pas. On a fait une double surélévation et ça se fait pas comme ça. On a été obligé de renforcer. C'est pour ça que j'ai des piliers comme ça. D'accord. En fait, ces piliers-là, ils servent à supporter la structure de tout ce qu'il y a au-dessus. Et dans la maison, ils sont dissimulés. Tu vois que là, il y a un pilier tout au bout. Ici, ouais. Voilà. Mais dans la maison, il y en a. Ils sont juste derrière le placo, on ne les voit pas. D'accord. Mais la maison, elle repose en fait sur des nouvelles fondations. Ah, ok. Donc là, ici, vous avez toute cette partie-là, avec ces piliers-là, sur lesquels la nouvelle partie repose. Je viens de déménager, donc je coupe plus l'herbe. Hein. C'est pour ça qu'elle est un peu haute. Mais Oui, parce que tu nous expliqueras qu'en fait, elle est vendue cette maison. Hein. elle est vendue, elle est vendue. Quand on donnera les chiffres, je te donnerai tous les chiffres de combien on l'a vendue et Pas de problème. tous les détails des chiffres, parce Donc que je sais là, que t'es pour en- passer sur ta chaîne, il faut donner les chiffres. Ah, sur ma chaîne, c'est du concret ou rien. Il n'y a tu pas de le problème, sais. il n'y a pas de problème, il y a les chiffres, il y a les papiers. Je te t'inquiète. l'ai dit avant de faire l'interview. Si tu veux apparaître sur ma chaîne, bon, je n'ai aucun partenariat, vous le savez, mais je recommande des gens professionnels quand j'en connais. Et donc là, je vous le recommande sur du marchand de biens si vous voulez avoir au moins quelques réponses à vos questions et ensuite voir peut-être pour qu'ils vous ramènent un chantier ou travailler. Ça, c'est autre chose. Mais tu sais que sur ma chaîne, c'est du concret Non, ou rien. Je veux les chiffres, je veux les papiers. Donc là, on arrive du coup sur la partie extérieure. Du coup, toi, tu as vendu Voilà, le petit atelier qui était là, le petit atelier. c'est moi qui l'ai vendu à un monsieur qui stocke du matériel. Donc voilà. J'ai gardé ce petit espace-là. Après, j'ai pas besoin d'un grand espace vert, mais bon, ça me suffisait et c'était Ouais. très bien. On voit la surélévation que tu as fait. Et du coup, tu as gagné combien de mètres? Je vois que tu es venu te coller en fait à la hauteur de la maison. d'à Voilà, côté. on est monté à 10,50 m. À Comme 10,50 ça, m. on a tous les deux à peu près la même hauteur. Et le PLU t'accordait jusqu'à. Le PLU, c'était jusqu'à 12 mètres. Bon, j'avais pas besoin de faire des combles aménageables, donc je les ai pas fait. Mhm. Mais voilà, j'ai fait 2 étages et je suis monté jusqu'à 10,50 m. D'accord. Après, comme j'ai gagné 62 mètres carrés, comme je t'ai dit, pour ça, il y a eu forcément avoir un permis de construire, parce qu'au-dessus de 40 mètres carrés, le permis de construire est obligatoire. Et quand on agrandit une surface de plus de 50 mètres carrés, là, on doit faire passer un bureau d'études pour respecter les nouvelles normes thermiques et tout. Par exemple, si tu rajoutes 30 mètres carrés, tu n'es pas obligé de faire venir ce bureau d'études-là, mais si tu es au-dessus de 50 mètres carrés, c'est obligatoire. Et pour avoir ce qu'on appelle la conformité, c'est ce qui t'autorise à revendre la maison, tu es obligé de montrer que le bureau d'études a bien validé que tu as fait les normes, tout dans les normes. D'accord. Et ça, Les c'est- dernières normes. Voilà, au-dessus un agrandissement ou une surélévation au-dessus de 50 mètres carrés, tu es obligé de faire ça. Déjà, pour déposer le permis, Ouais. il faut faire appel à ce bureau d'études. Donc, eux, ils vous disent, ils vous préconisent les matériaux à utiliser, parce qu'on n'utilise pas ce qu'on veut, on n'utilise pas ce Bien qu'on veut, sûr. on veut dépasser les 50 mètres carrés. Donc, ils vous préconisent ce que vous devez utiliser. Vous avez une sorte de charte à respecter. Ouais. Et après, vous faites les diagnostics comme tout le monde. Ouais. Mais en plus de ça, il faut que le bureau d'études repasse pour valider que vous avez bien respecté les normes que eux vous imposent. D'accord. Que ce soit sur la laine de verre, Ah, donc sur, on fait pas, sur on les fait pas ça ouvertures. comme ça, quoi. Les surélévations, c'est pour les gens qui... Moi, je conseille d'abord, si on veut se lancer en tant que marchand de biens, de s'y connaître en surélévation pour les faire. C'est peut-être pas la première opération à faire. Bien sûr, les gens sont attirés par ça parce que c'est une opération qui rapporte. Bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres opérations à faire avant. Ou si vraiment on s'y connaît, pourquoi pas directement se lancer par ça. C'est possible. D'accord. Ici, tu n'es pas en zone architecte des bâtiments de France. Non, clairement pas. Heureusement. Parce que ça aurait été plus compliqué. D'obtenir le permis, déjà, ça aurait été plus compliqué. Peut-être pas la RT 2012 parce que c'est toujours de l'isolation, mais Ouais. obtenir un permis C'est en compliqué. zone bâtiment de France, c'est possible, mais c'est Ouais, voilà, de ce que j'ai en il y a retour, de la c'est- paperasse, il y a Ouais, c'est très compliqué. et puis ça coûte plus cher. T'as pas les mêmes tuiles, t'as pas les mêmes fenêtres, t'as pas les mêmes tuiles fêtières. Là, t'as la crête de coque. Des fois, t'as des petits carreaux à imposer aux fenêtres. C'est vraiment particulier. Ouais, moi aussi, je ne vous le conseille pas. Si aujourd'hui vous devez commencer du marchand de biens ou même des travaux à faire, n'achetez pas dans une zone architecte bâtiment de France ou alors renseignez-vous parce que moi j'ai des amis qui ont acheté par exemple dans le Vexin où ils sont en architecte bâtiment de France et pour changer une couleur de volet, c'est un dossier comme ça. Donc je le conseille. Après, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'il faut savoir, les gens ne le savent pas toujours, mais dans les mairies,
il y a toujours un architecte conseil. Et ils peuvent aller consulter l'architecte conseil qui, lui, il ne leur fera pas leur dossier parce qu'il n'a pas le droit, il ne peut pas être jugé partie, mais il peut déjà leur donner toutes les préconisations, surtout s'ils sont en bâtiment de France. Et comme ça, ils sont pas obligés de se casser la tête à droite à gauche. Lui, l'architecte conseil qui est dans les mairies, ils font une permanence tous les 15 jours, il pourra déjà leur donner une bonne partie de ce qu'ils doivent savoir. D'accord. Donc tiens, ça tombe bien que tu me lances sur le sujet. Moi qui suis pas marchand de biens, ça m'intéresse. Dis-moi comment ça se passe là. Je veux surélever. Quelle est la première étape? Ça y est, j'ai décidé, j'ai une maison, donc comme vous avez vu dans les vidéos, comme c'était à l'origine. Je veux surélever. Quelle est la première étape à faire? Se renseigner en mairie sur le PLU. Donc le PLU, c'est ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme. Exactement. Dans chaque mairie, il y a un service d'urbanisme. Donc il faut aller les voir. Tu vas les voir, C'est mieux, ouais. tu leur donnes le nom de ta rue et c'est réparti en zones. D'accord. Donc selon ta rue, ils vont te donner ta zone. Dans la zone UG, UB, parce que le U veut dire urbain, zone Urbain, urbaine, ouais. Et puis après c'est A, B, C, bon, peu D'accord. importe. Et après, à partir de ce moment-là, ta zone, de toute façon, pour surélever, comme tu m'as dit que tu voulais surélever, c'est l'article 10. En général, c'est l'article 10, dans 90% des PLU, ça va te donner la hauteur au fêtage. De toute façon, tu as soit la hauteur au fêtage, c'est le sommet de la maison, Ouais. c'est là où il y a les tuiles fêtières, les tuiles rondes. Ouais. Sinon, tu as la hauteur à l'égout du toit. Ils disent la hauteur à l'égout du toit, mais en fait, c'est la hauteur de la gouttière. Ouais. Ou sinon, ils disent la hauteur à l'acrotère, c'est pour les toits plats. C'est les 3 hauteurs qu'ils donnent, c'est dans l'article 10, et là, tu sais tout de suite à quelle hauteur tu peux monter. D'accord. Et tu sais tout de suite donc ce que tu dois faire et si tu as le droit de le faire. Bah oui, parce qu'en fait, si tu disent, tu sais que ta maison, je dis une bêtise, elle a 3 mètres au fêtage, Ouais. et tu vois que la hauteur autorisée autorise 10 mètres, il y a de fortes chances que tu puisses surélever. D'accord. En fait, c'est l'article 10 qui va te dire, qui va tout de suite t'orienter. Si l'article 10 il te montre que tu es déjà à la hauteur maximum, il y a très peu de chances. L'article 10 va te guider dans ce que tu peux faire. Voilà. D'accord. Est-ce que tu conseilles d'aller au service de l'urbanisme et de tisser un lien avec ce service? Ma méthode, c'est d'aller rencontrer. C'est mieux. C'est d'aller rencontrer, d'expliquer son projet. C'est le rapport humain. Tout Ça à peut rapporter quelque chose. Tu leur expliques que tu veux acheter une maison. Là, elle n'a qu'une chambre, mais avec ta femme, tu aimerais avoir des enfants. Est-ce que. D'accord. Les gens, ils peuvent s'identifier à toi ou se mettre à ta place. Quand tu fais tout ton truc sur Internet, tu leur déposes un dossier. Ils ne se rappellent pas de toi, ils ne savent pas quitter. Tandis que s'ils t'ont déjà vu ou quoi, après, la personne, elle ne va pas te dérespecter le PLU pour te dire oui alors que tu n'as pas le Bien droit. Mais elle pourra peut-être te dire attention, là, monsieur, vous avez fait ça. Ça va pas passer. Vaut mieux que vous fassiez comme ça. Tu vois, tu peux avoir ce petit truc-là quand tu vas les voir. D'accord. Donc d'ailleurs, dis-moi comment ça se passe. Donc tu as voulu surélever. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rempli un dossier? Tu as envoyé des plans? Alors, c'est un dossier de permis de construire, clairement. Vous pouvez le faire avec un architecte ou sans. Alors, si vous faites un agrandissement pour une maison qui dépasse les 150 mètres carrés, là, l'architecte, il est obligatoire. Là, Après, si vous avez des plus petits agrandissements, c'est pas obligé. D'accord. Donc, si vous passez par un architecte, en général, lui, il sait mieux lire le PLU que vous. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il peut aussi se tromper parce que l'erreur est humaine. Bien Mais sûr. voilà. D'accord. Donc en fait, tu fais le dossier, tu mets toutes les pièces. En fait, c'est pour ça que j'ai dit d'aller voir un architecte parce que l'architecte, il va vous faire le dossier. Il va faire les plans. Voilà, il va vous mettre les plans. Alors il y a des différents plans. Vous avez ce qu'on appelle un plan de coupe. Alors c'est le plan de la maison tranché sur le côté. Un plan de masse, c'est la maison vue du haut. Il va faire différents styles de plans, la façade d'arrière. Il va vous mettre toutes les façades. Et c'est ce dossier-là, et avec sur des formats A3, il va remettre ces plans-là. D'accord. Et avec ces plans-là, votre dossier va être étudié par une commission. Et après, la mairie décide si elle vous donne le permis ou non. Et la mairie, elle a 2 mois pour te répondre? Alors, c'est 2 mois pour répondre. S'ils ne répondent pas, vous avez un accord tacite. D'accord. On considère qu'il n'y a pas eu de réponse dans les 2 mois, il y a un accord tacite. C'est-à-dire que c'est accordé. C'était une nouvelle loi qui était passée pour modifier un petit peu la lenteur de certains services d'urbanisme. Exactement. Et maintenant, ils disent qu'au bout de 2 mois, si tu n'as pas reçu l'accord, c'est que c'est accordé. Après, tu as le recours au tiers, parce que même si tu as le permis, il y a quelqu'un qui peut s'opposer à ta construction. Alors, explique-nous ce que c'est ça. Le recours au tiers, c'est quelque chose qui dure 2 mois où quelqu'un du voisinage peut venir s'opposer à ta construction. Par contre, c'est pas comme avant, parce qu'avant, les gens pouvaient faire des recours abusifs. Il y a eu un excès de zèle. Maintenant, pour faire un recours, il faut que la personne ait une matière à faire un recours. Il faut le motiver. Soit justifié. Voilà. Et tous les recours ne sont pas acceptés. C'est pas parce que quelqu'un va poser un recours contre votre construction que vous avez tout de suite j'arrête, c'est terminé. Pas du tout. Il faut que le recours soit accepté. Il y a aussi une commission pour accepter le recours pour voir si la demande de la personne elle est justifiée. Elle est justifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'excès de zèle et de recours abusifs, notamment du chantage aux promoteurs. C'était de l'escroquerie. De l'escroquerie, oui, des gens qui prenaient dans toutes les régions, hein, ou qui avaient une adresse dans un rayon de 500 mètres et qui disaient systématiquement « ben non, moi ça me dérange » et qui faisaient un recours. Et du coup, qui demandaient une contrepartie financière parce qu'avec ce recours, ça pouvait bloquer pendant 2 ou 3 ans le projet initial. Et les promoteurs disaient « bon écoute, combien tu veux? 30 000, 40 000, allez enlève ton recours ».
Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu légiféré et il n'y a plus de recours abusif. Il faut vraiment que la demande soit justifiée. Je pense qu'il y en a peut-être encore, mais en tout cas, maintenant, ça passe moins. Faut justifier son recours en tout Donc cas. là, toi, dans ton cas, tu n'as pas eu de recours? Aucun. Tu as dû afficher le permis de construire devant, c'est obligatoire. Tu es obligé d'afficher ton permis, il faut respecter les lois après. D'accord. Du coup, maintenant, tu vas nous faire visiter l'intérieur de la maison. Ok, bah et nous expliquer un petit peu ce que tu as fait à l'intérieur. D'accord. On est sur une maison de maintenant combien de mètres carrés? 105. 105 mètres carrés. Donc maintenant qu'on est à l'intérieur, j'enlève les lunettes. Parce que comme tu le sais, j'ai fait l'opération LASIK, je te l'ai déjà dit, et sans lunettes, c'est dangereux. Donc là, on est sur une maison de 105 mètres carrés avec 2 étages. Exactement. Et comment elle se compose cette maison? Alors là, j'ai un séjour cuisine, séjour avec cuisine ouverte. Alors là, j'ai ma cuisine qui est en 2 parties. Alors les gens vont se demander pourquoi, mais en fait, la maison était totalement différente. Ici, quand on rentrait, il y avait un long couloir de 11 mètres carrés. Là, j'avais une salle de bain. Là, j'avais une salle de bain. Et là, ici, j'avais une toute petite cuisine fermée avec un petit séjour derrière vous, là. Et au bout du petit séjour, j'avais un petit escalier qui menait à une mini-chambre que j'avais là-haut. Donc là, j'ai fait ma cuisine en 2 parties, justement parce que j'avais cette contrainte avec l'ancienne salle de bain. Je devais garder ce mur-là. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'elle a été faite. Donc, si je comprends bien, avant, ici, c'était une salle de bain. Ici, c'était une salle de bain, ouais. D'accord. Et donc, maintenant, tu as mis tout ce qui est les éléments de cuisine. Exactement. Là, j'ai toute ma cuisine. Là, c'est la machine à laver encastrable qui doit aller là. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, la team, mais moi, je trouve ça sympa. C'est ce qu'on appelle des cuisines déportées. Oui. Des cuisines déportées avec les éléments là et les éléments déportés sur le côté. Je trouve que ça fait un petit côté moderne et je trouve ça sympa. Ça se fait en ce moment, donc j'en ai profité pour le faire. D'accord. Et ensuite, du coup, là, on va monter dans la partie que tu as surélevée. Exactement. Le garde-corps, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Ben, j'ai pas d'enfant en fait, donc moi j'ai pas peur, mais je sais que tous les gens qui sont venus visiter m'ont dit il n'y a pas de garde-corps. Donc là, on a une première chambre quand on rentre. Donc là, voilà la première chambre, comme vous la voyez, une chambre de 13 mètres carrés, agréable. Alors voilà, on est sur la dalle du 2e étage. Ce sera les combles. En dessous, c'est des ourdis bois, ça se voit pas. Il n'y a aucune différence vraiment. C'est ourdis bois, mais avec une dalle béton. C'est une nouvelle technologie. Un peu cher, mais qui fait gagner beaucoup de poids pour les fondations. Donc ici, il y aura une première chambre. Il y aura une assez grande chambre ici. Tac. Là, il y aura la salle de bain. Après, là, bon, c'est l'endroit où on peut mettre un petit placard intégré. Ici, on arrive. Je vais vous d'abord montrer la suite parentale. C'est mieux. Hop là. Donc là, on arrive dans la chambre des parents. Alors, la chambre des parents, elle fait 10 mètres carrés. J'ai fait une petite chambre parce qu'en fait, je voulais pas avoir plein d'armoires et tout. J'aime pas les trucs comme ça. Donc, j'ai fait une chambre. C'est sympa, ça, ce que tu as fait là. Ouais, j'avais des pierres et tout, donc c'est même. Très sympa. Donc, beaucoup d'opérations, j'aime bien cette tête de lit, donc je la fais maintenant. Et là, comme j'avais fait une petite chambre, j'en ai profité pour mettre un dressing. Bon, alors, faites pas attention au dressing là, parce que comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. Mais voilà, là, il y avait un dressing et tout. Il y a un petit balcon filant pour aller fumer une cigarette ou boire un café. Et là, ici, comme je voulais faire une suite parentale, d'ici, hop là, le matin, hop, une porte coulissante à galandage. Et là, on arrive dans la salle de bain. Voilà, hop, une salle de bain, double vasque. Alors moi, j'ai fait une petite salle d'eau avec, là, vous allez voir, il y a les toilettes, une double vasque et la douche pour les parents. Et ensuite, je vous amène directement à l'étage du dessus. Donc là, on arrive au 2e étage que tu as. Donc ça, c'est de la surélévation complète. C'était du non existant. Ben, en bas, il y avait une grande partie qui n'existait pas. La chambre parentale et tout, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, oui. Tout ça, tu l'as créé. Ils l'ont vu dans les vidéos, les anciennes que j'ai mis. Et donc là, on est vraiment sur là, la ici, création. ouais, et du coup, ici, qu'est-ce que tu as fait? Présente-nous. Alors là, j'ai fait 2 chambres et une salle de bain. Parce que je savais que dans le secteur, c'était les maisons 4 chambres. C'était ce qui était le plus recherché. Donc là, j'ai fait 2 chambres de 12 mètres carrés. Alors là, vous êtes dans la première. Voilà. Après, ici, j'ai fait une petite salle de douche. Alors là, je vais vous la montrer, la salle de douche avec robinet, toilette et une douche. Et après, j'ai fait une dernière chambre, qui est la 4e et dernière. Alors ça, c'est une chambre pareille que l'autre, 12 mètres carrés. Et l'avantage de cette chambre-là, c'est qu'elle a sa petite terrasse. Alors, on constate un carreau qui est cassé, mais c'était pendant le déménagement. Ouais, pendant le déménagement... il s'est passé plein de choses pendant le déménagement, mais je pense que c'est tous les déménagements qui sont comme ça. Et ben du coup, c'est très sympa. Elle est très agréable, cette terrasse. Voilà, là, on a une petite terrasse. Bon, il y a le hamac qu'on a rentré parce qu'on déménage. Mais franchement, voilà. C'est sympa. Est-ce qu'on voit Paris d'ici? Non, pas du tout. Là, on a plus vu vers la banlieue. Paris, c'est de l'autre côté. On a
9-10 km à peu près Ouais, de je vous Paris. rappelle qu'on est à Antony dans le 92. Et effectivement, et donc tout ça, tu l'as créé aussi, hein, cette terrasse. Ouais, cette terrasse-là, elle n'était pas là. Donc, tout ça, ça a été créé. Hein. Je pouvais faire plus de surface habitable ou faire la terrasse. J'aurais choisi aussi la terrasse. Ouais, je me suis C'est dit. un vrai plus parce que surtout qu'on est bien exposé. Exactement, il y avait Vous l'exposition. voyez, là, il est 17h. Le soleil est là. C'est donc qu'on est plein sud. Exactement. Le soleil se lève à 9h là-bas et vient se coucher ici. Et c'est donc très agréable d'avoir un coin où on peut, en plein soleil, lire un bouquin ou autre. Exactement. Bah écoute, si tu le veux bien, maintenant qu'on a vu la maison, on va redescendre. On va se poser dans le petit coin jardin. Ok. Et tu vas nous parler du concret, tu vas nous parler chiffres. Je veux tout savoir. Combien tu as acheté, combien tu as vendu le terrain à côté, combien il va te rester de plus-value, à combien ça t'est revenu. Ça te va? Ok, on fait ça. On y va. T'en as eu pour combien de travaux? Là, j'en ai eu pour 70 000. D'accord. Qui consistait à quoi du coup? C'était toute la surélévation et les différentes choses que j'ai faites. Donc t'en as eu pour 70 000 euros de travaux. Voilà. Donc si on refait les calculs, tu as acheté 330 000. Ok. T'en as eu pour, frais de notaire inclus, t'en as eu Ouais. pour 70 000 euros de travaux. Oui. Ce qui fait 400 000 tout rond. Tu as vendu aujourd'hui cette maison 430 000 430 000 en résidence principale, en résidence principale. puisque tu as habité. Exactement. Et donc en résidence principale, on est exonéré de plus-value. Pas de plus-value. C'est donc un conseil que je vous donne lorsque vous voulez commencer en tant que marchand de biens, de faire 2-3 coups les premiers en résidence principale, puisque aujourd'hui, c'est un effet de levier. Le fait, c'est encore une niche fiscale de ne pas être imposé sur sa résidence principale. Alors effectivement, c'est vrai que quand on fait une résidence principale en France et qu'on la vend, c'est à ma connaissance la seule niche fiscale qui existe encore. Donc on peut revendre son bien avec un bénéfice et les impôts ne prennent rien dessus. C'est encore une niche. Donc toi, tu conseilles pour commencer les premiers coups, comme Moi, je dis, ouais, de le faire passer en résidence principale. Je pense que c'est même le seul moyen d'y arriver honnêtement. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, les financements sur du marchand de biens, C'est très compliqué. Quand très Mais en fait, c'est compliqué. normal. Si vous n'êtes pas connu, hyper compliqué Voilà. dans une banque. Si la banque ne vous connaît pas, elle n'a pas de raison de vous prêter pour une opération aussi risquée. Donc toi, aujourd'hui, sur toutes tes opérations de marchand de biens sur lesquelles tu vas nous présenter, on fera d'autres vidéos, tu travailles en fonds propres? Alors, principalement, mais pas, par exemple, sur celle-là, j'ai pas travaillé en fonds propres parce que c'était une opération De résidence principale. principale, donc j'avais pas besoin. Sur des d'autres opérations, des fois je travaille en fonds propres, des fois non. Ça dépend vraiment de Tu arrives l'opération. quand même à te faire financer, des fois, certainement, On y arrive. Il y a des avec banques beaucoup d'apports. au moins 20-30% d'apport, et il faut que la banque calcule bien que l'opération rapporte minimum 20%. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est resserré un peu, même sur les marchands de biens. Mais je pense que ça s'est même plus recherché sur les marchands de biens que sur les particuliers. Tu as vendu le terrain à côté, tu m'as dit 130 000 euros. 130 000 euros, mais comme je t'ai dit, j'ai touché que 119 000 Parce qu'il y a eu 11 000 euros. 11 000 Donc euros. c'est pas grave, du coup, tu en as eu en termes de vente 430 plus 130, Mhm. ce qui nous fait 560 000 euros. Oui. Cette maison, tu l'as achetée combien? 330 000 euros, frais de notaire inclus. Donc 560 000 euros moins 330 000 euros, il reste déjà 230 000 euros. Ok. Tu en as eu pour combien de travaux? J'en ai eu pour 70 000 euros. 70 000 euros de travaux. Sachant que toi, au prix du mètre carré, ça t'est revenu pas à 1800 exactement. Non, ça m'est revenu moins cher parce qu'il y a des choses que je sais faire. Parce que mes premières opérations, quand j'étais pas encore marchand de biens, je me débrouillais tout seul. Donc j'ai des bonnes notions d'électricité, je sais peindre. Ouais, peindre, tu m'as dit les bandes, etc. Voilà, t'as fait tout seul. je sais carreler, donc voilà. Donc ça t'est revenu à environ 1200 euros. Ouais, entre 1100 et 1200. Ouais. Entre 1100 et 1200 du mètre. Donc, tu en as eu pour 70 000 euros de travaux. Donc ça veut dire qu'il te reste 160 000. Exactement. Et moins les 11 000. Les 11 000 euros que l'État a pris quand j'ai fait justement la division La parcellaire. division parcellaire. Et puis après, voilà, 149 000, c'est... Donc environ 150 000 euros. Donc sur cette opération, tu as gagné 150 000 euros sur une opération. net sur une opération. Exactement. En combien de temps? En 2 ans. En 2 ans, 150 000 euros, 75 000 euros par an. Je veux bien ton tuyau. Ben, je te le donnerai, je te l'ai déjà donné d'ailleurs. Ouais, mais- c'est vrai que tu me l'as donné. Alors c'est vrai que moi, j'hésite encore à faire du marchand de biens parce que Tu vas y venir, mais je vais y venir, mais comme toi, tu vas venir sur du locatif. Mais c'est vrai que quand on connaît et on a l'habitude d'un marché, qu'on maîtrise un marché, et je sais que c'est un défaut que j'ai, il faut diversifier et aller sur autre chose. Donc avec Manu, je commence à aller sur de la convention ANA. Avec toi, je commence à regarder un petit peu le marchand de biens. Mais voilà, quand je connais quelque chose, c'est vrai que j'ai tendance à rester, mais c'est vrai qu'il faut se diversifier. Donc sur cette opération en 2 ans, tu as donc gagné 150 000 euros, exonéré d'impôts puisque tu es en résidence principale, Mhm. sauf sur la partie que tu as vendue derrière, Là, j'étais obligé. où tu as fait diviser par un géomètre expert
Exactement. De toute façon, c'est le seul moyen de diviser un terrain, c'est de passer par un géomètre expert. On ne divise pas les terrains nous-mêmes. D'accord, tu peux nous en parler? Comment ça se passe la division? Oh, bah, c'est très simple, vous trouvez un géomètre expert, moi je l'ai trouvé sur Internet. Non, par exemple, pour toi, comment ça s'est passé? Comment tu as décidé de diviser ce terrain? Bah, en fait, quand j'ai acheté la maison, j'ai vu qu'il y avait un grand espace sur le côté. Et souvent, quand il y a un grand espace sur le côté, on peut créer ce qu'on appelle un lot arrière. J'ai vraiment vu le gros espace sur le côté. Je me suis dit, ici, je pourrais faire un lot arrière. Je vais découper un peu avant de vendre. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la maison. Par contre, je le dis tout de suite, j'ai tout de suite fait la démarche pour découper le terrain. Et en quoi consiste cette démarche? Alors, la démarche, vous mandatez un géomètre expert. Il vient chez vous. Et il commence à prendre toute une batterie de mesures, ça dure à peu près 2 heures. Il mesure par rapport au plan, il se renseigne au cadastre et tout. Et après, lui, il fait ce qu'on appelle des documents d'arpentage ou autre. C'est quand vous voulez découper un terrain que vous voulez revendre, par exemple, il va vous faire un plan de bornage, il va borner le terrain pour que le nouvel acquéreur, justement, acquiert le terrain et puisse construire dessus. Là, ce n'était pas le cas. Donc, il y a des étapes qu'il n'a pas faites, mais il a quand même fait toutes les démarches au niveau cadastral pour que ce terrain-là ait un numéro et ce terrain-là ait un nouveau numéro. Donc, on est vraiment sur 2 parcelles complètement séparées. D'accord. Et comment ça se passe, ça, la division parcellaire? C'est lui qui envoie après au notaire? Tu as l'accord de l'urbanisme? Comment ça se passe? Alors, lui, il l'envoie au cadastre de votre département. Ouais. Là, ici, on est dans le 92, donc le cadastre, c'est à Sèvres. Après, je ne connais pas tous les cadastres de chaque ville, mais de chaque département, mais nous, c'est ce qu'il a fait. Et après, le cadastre va vous renvoyer un document avec le fait que les 2 nouvelles parcelles, la parcelle CN avec un numéro, donc moi j'ai la CN 229 et lui la CN 230, et après la mairie va vous contacter pour que vous ayez des nouveaux numéros aussi dans la rue. D'accord. Et c'est donc là, lorsque ça a été enregistré au cadastre, c'est donc là qu'on t'a pris sur la vente les 11 000 euros. Voilà, et après, comme ça vous avez 2 nouveaux numéros, la mairie peut recalculer votre taxe foncière, et tout est... Effectivement. Grâce au cadastre et à la mairie, maintenant l'imposition, nos impôts sont à Sceaux, ils ont pu recalculer la nouvelle taxe foncière parce qu'on a moins de foncier forcément. Tout à fait. Bravo pour ton opération, une surélévation, c'est atypique. En 2 ans, ça t'a permis de gagner 150 000 euros et du coup de partir sur d'autres projets. Je le rappelle, en résidence principale, parce que ça, du coup, tu ne l'as pas fait en marchand de biens. Non, non, mais après, j'avais déjà fait 2 opérations avant. Tiens, comment ça se passe l'imposition en marchand de biens et si tu l'avais fait en marchand de biens? Alors, je sais que c'est très technique, qu'il y a beaucoup de choses, mais est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes? Alors, quand on fait une opération en marchand de biens, il faut savoir qu'il y a plusieurs TVA. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des dilemmes, entre guillemets, avec les gens, c'est qu'ils te disent non, la TVA, c'est ceci, cela. Alors que ils ont tous un peu raison parce que les TVA sont différentes. Par exemple, ça, agrandir une maison autant et la refaire à neuf, on est sur une TVA sur le prix global. Donc, par exemple, si j'avais vendu cette maison-là en tant que marchand de biens, j'aurais été imposé sur les 430 000 euros. Et j'aurais pas été imposé sur la marge, mais sur les 430 000 euros, parce que j'ai agrandi, j'ai refait à neuf, c'est de la grosse rénovation. C'est un peu comme si on avait fait une maison neuve. Donc là, on est imposé sur les prix de vente. Global. Voilà. Et c'est pas la TVA sur marge. Là, c'est pas la TVA sur marge, là, c'est la TVA sur le prix global. Par contre, là, on a un projet avec mon associé, on est en train de refaire un appartement. Qui est derrière la caméra, à qui je passe le grand bonjour. Majid, c'est un ami. Voilà, salut Majid. Là, on a un projet sur un appartement dans le 8e arrondissement. Là, par contre, on ne touche pas à la structure. On refait vraiment de la rénovation intérieure. C'est pas ce qu'on appelle de la grosse rénov. Donc là, on est imposé sur la marge, en fait. D'accord. Donc là, c'est une TVA sur marge. C'est une TVA sur marge. Parce que vous touchez... Uniquement à l'intérieur, on ne refait pas à neuf une grosse structure. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs types d'imposition dans le marché. Exactement, il y en a 3 exactement. Il y a 3 types de TVA et après il y a différents types. Est-ce que tu peux nous donner un tip? Est-ce que selon toi, il y en a une qui est plus rémunératrice qu'une autre ou pas? Ou ça dépend vraiment du projet? Non, ça dépend vraiment du projet. Là, parce que ça dépend ça dépend du projet, ça dépend de généralité. Exactement, et puis ça dépend aussi surtout du secteur. Parce que vous pouvez, sur Paris, vous allez rarement faire des surélévations. Bien sûr. Vous allez plutôt faire des aménagements d'appartements et vous allez avoir des TVA sur marge. Vous allez gagner certains prix. Ou ailleurs, ils vont faire des opérations beaucoup plus grosses dans des villes de promesse, mais ils ne vont pas gagner autant parce que le marché fait qu'à Paris, c'est tellement cher que voilà. Donc, il n'y a pas une opération plus rémunératrice qu'une autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire qu'est-ce qui rapporte le plus. Tout à fait, c'est une question sur laquelle on ne peut pas répondre. Exactement. Mais est-ce que tu peux me donner un argument qui est de dire pourquoi toi, tu préfères ton activité que la mienne? Pourquoi tu préfères faire du marchand de biens que comme moi, plutôt capitaliser et générer des revenus alternatifs et pouvoir quitter mon travail? Mais pourquoi toi, tu préfères faire du marchand de biens? Parce qu'en fait, alors les gens ne le voient pas, mais moi, je ne suis pas aussi à l'aise que toi avec les gens. Et vous avez du rapport humain au quotidien. D'accord. Vous avez beaucoup de rapports humains et moi j'ai très peu de rapports humains. En fait, c'est pas que j'aime pas les gens, bien au contraire, mais gérer de l'humain au quotidien, je m'en sens pas capable. Tu parles de locataire. Exactement. D'accord. Je m'en sens pas. Mais tu as raison. Moi, je te le reconnais, c'est parfois assez dur. Il faut cadrer les choses. Mais effectivement, lorsque tu n'as pas cette fibre de gérer du locataire, ça peut être pesant. Donc toi, en fait, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec cette partie gestion locative. Tu
tu as envie de faire une OP, au vent, on recommence. Exactement, parce que moi, je ne sais pas comment tu gères, mais quand un locataire t'appelle un dimanche après-midi à 15h, tu es au milieu de ton barbecue pour dire que son ballon d'eau chaude ne marche pas, et c'est un locataire qui paye son loyer, Bien sûr. qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tout de suite, j'interviens, puisque ça fait partie du jeu. Bah oui, mais tu ne peux pas demander à un locataire d'être honnête avec toi et de payer bien son loyer, et dès lors qu'il a besoin, le mettre de côté. Et effectivement, si tu n'es pas capable d'assumer ce jeu, ne fais pas de locatif. c'est Moi, pour ça que j'en fais pas. Et s'il m'appelle un dimanche après-midi en plein barbecue, je ne vais pas intervenir dans les 5 minutes, mais tout de suite, je vais prendre mon téléphone, appeler mon artisan pour aller lui changer lundi matin. Ça fait partie du jeu. Donc toi, tu ne veux pas avoir accès aux gens, je peux le comprendre. En tout cas, pas les gens. Non, mais les locataires. Quand je parle des locataires. Quand je dis les gens, Voilà. j'aime bien les gens, je ne suis pas un animal, mais j'aime bien. En fait, c'est surtout les locataires. Oui, en fait, mais très bien. Les plaintes des locataires. Voilà. Moi, par exemple, dans ton métier de marchand de biens, je ne veux pas, ça me prend la tête d'avoir accès aux entreprises. Tu vois, une surélévation, j'aurais peut-être pas très bien dormi, peut-être stressé, et toi non, tu gères, on en a parlé. Ouais. Voilà. Donc tu vois comme quoi, c'est complémentaire. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. C'est pour ça que j'ai déjà eu des débats. Je pense que les deux sont bons, mais les deux sont pas bons pour tout le monde. Tout à fait. Exactement. Moi, par contre, je sais que, je sais pas, tu as plus d'une vingtaine de biens. Ouais, une trentaine maintenant. Une trentaine. J'aurais jamais 30 biens. Et je le sais parce que j'ai même pas envie de les avoir, parce que j'ai pas envie de gérer 30 locataires. Pour moi, c'est... Mais alors attends, je te précise, 30 biens, concrètement, il y en a que la moitié qui est à moi aujourd'hui pur. Les autres sont à la banque, puisque j'ai fait de l'effet de levier. Ce que vous, ici, c'est très difficile de faire. Mais par contre, c'est vrai que toi, tu prends de la plus-value immédiate. Moi, je préfère avoir de la trésorerie. Toi, tu préfères avoir du patrimoine, en fait, c'est ça? Moi, je préfère avoir du patrimoine qui s'amortit, donc qui est payé tous les mois par le locataire, que je vais récupérer un peu comme un marchand de biens dans 20 ans lorsque je vais vendre. Et toi, tu préfères avoir la trésorerie Et tout de suite. c'est là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que moi, j'ai pas envie d'attendre 20 ans. Je sais pas si ton audience, à Oui, mon avis, elle est bien plus sûr. comme toi. Non, mais c'est bien, on débat. Non, mais moi, y a pas Donc, de... Je pense que ton audience, elle est d'accord avec toi. Elle préfère amortir et moi, j'ai pas envie d'attendre 20 ans parce que c'est pas dans mon caractère, oui, en fait. parce que la vie passe vite, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais tu as raison, c'est ta Exactement. stratégie. Mais le fait de multiplier, moi, les opérations locatives font que je peux attendre 20 ans, puisque en fait, tous les mois, j'ai réussi à avoir un socle qui me permet Oui, non, mais de vivre. vous gagnez bien votre vie, Voilà, aussi, les qui mecs. me permet de vivre. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir tout de suite 150 000 euros qui tombent. Moi, 5 000 balles, ça me suffit. Donc, en fait, tu vois, c'est des stratégies différentes. Et c'est pour ça que je te dis que les deux étaient complémentaires. Oui, parce que elles sont vraiment complémentaires. Parce que regarde, là, tu as de la trésor, tu veux commencer à faire du marchand de biens. Tout à fait. Moi, j'ai de la trésor, je veux commencer Faire un peu de locatif. Je pense que je vais commencer à acheter quelques biens dans des endroits où, en fait, pour faire du patrimoine, en fait. D'accord. Avoir Du locatif patrimonial. Voilà, exactement. Pour aussi. Pas forcément dégager du cash flow. Non, mais c'est vraiment pas pour faire du cash flow. Ça va être pour si j'ai besoin un jour d'argent, j'achète à un endroit où je sais que là, c'est du patrimonial. je récupère. C'est oui, du purement patrimonial. D'accord. Et bien c'est très bien. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Des jours même. Mais des jours. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais leur montrer à ma communauté comment se passe un peu une activité de marchand de biens, même si pour le coup, là, c'était NRP. Ouais. Tu nous emmèneras dans tes autres biens. On essaiera de faire d'autres interviews. Oui, il n'y a pas de problème. Là. En plus, je vais bientôt commencer une opération dans 1 ou 2 mois. À Saint-Denis, tu me À disais. Saint-Denis, voilà. D'accord, je crois qu'aussi vous en avez une peut-être à Saint-Ouen, vous me disiez. Bah, on en a une à Saint-Ouen et une à Saint-Denis. En plus, les deux sont pas l'une loin de l'autre. D'accord, bah écoute, j'espère que tu nous emmèneras. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était sa première interview. Désolé Alors, si Lionel, j'étais un peu mal à l'aise. C'est normal, pas très à l'aise au début. Je vous mets son lien Instagram dans les liens de la vidéo. Et aussi, je vous le mets là dans la vidéo. Donc, c'est ML Lionel sur Instagram. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je te rappelle que si tu es intéressé par l'investissement locatif, j'ai créé une mini-formation gratuite. Les liens sont en description. Si tu veux nous rejoindre sur nos programmes de formation payantes, moi, Manu, toute la team NPR, et qu'on te suive sur le groupe Telegram, pas après pas, eh bien, tu peux nous rejoindre. Si tu es intéressé par du marchand de biens, contacte-le. Il fait aussi de l'accompagnement et du suivi. Je rappelle que je n'ai aucun partenariat, mais quand je connais quelqu'un qui travaille bien et qui a fait de belles choses et qui n'invente pas Oui, tu es venu dans la des maison. opérations de marchand de biens dans sa tête et qui m'a montré les papiers, je vous le présente et ensuite vous discutez, vous voyez. Je n'ai aucun partenariat, mais ça m'a fait plaisir aujourd'hui de te recevoir sur ma chaîne et j'espère, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tout le plaisir était pour moi, Mehdi. À bientôt Lionel. À bientôt.